Travailler ensemble pour travailler mieux, c'est l'accroche proposée par Autodesk pour présenter ces nouvelles versions logicielles, version 2013. Alors ces nouvelles versions sont particulièrement marquées par l'ajout de services du cloud computing qui confèrent une autre dimension au BIM. Pour découvrir ces nouveaux services, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mangon. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Autodesk depuis 2003, vous êtes basé aux États-Unis depuis 14 ans, dont 8 ans chez Autodesk, et vous êtes aujourd'hui le directeur stratégie et marketing pour l'AEC de cet éditeur, et sans doute l'un des premiers évangélistes du BIM chez Autodesk, et vous nous expliquerez d'ailleurs votre vision de l'évolution du BIM qui se dirige de plus en plus vers la notion de ville intelligente, les Smart Cities. Alors avant cela, revenons sur votre actualité, très à la mode par rapport au cloud computing, c'est le lancement de BIM 360. De quoi s'agit-il? Alors tout d'abord, 360 chez Autodesk veut dire cloud. Donc au lieu d'utiliser le terme cloud, on utilise 360. Donc chaque fois que vous verrez 360, c'est un rapport avec les clouds. Et BIM 360, c'est une nouvelle génération, c'est la prochaine génération, je dirais, d'outils qui permettent de créer le processus du BIM. Et BIM 360, aujourd'hui, pour Autodesk, c'est un bouquet de 6 services. Et donc, on va parler de ces 6 services. On va les détailler un tout petit peu plus tard. Juste avant, je voudrais savoir, en fait, quel est l'intérêt pour un utilisateur d'utiliser le cloud? Dans quel produit va-t-il les utiliser? On verra tout à l'heure ces services, mais dans quel produit? Et d'ailleurs, est-ce qu'il le saura forcément ou il utilisera le cloud de façon totalement transparente? Alors, aujourd'hui, nos utilisateurs sauront qu'ils utilisent le cloud. Ils ont des outils, ils doivent s'enregistrer dans des portails avec leurs identifiants d'utilisateurs et accéder à un bouquet de services. Mais donc, les gros avantages du cloud pour nos utilisateurs, c'est une puissance de calcul quasi infinie, puisqu'on peut utiliser beaucoup d'ordinateurs en parallèle. Ça permet aussi d'accéder à l'information de n'importe où, à n'importe quel moment, et n'importe qui peut accéder. Donc il y aura une démocratisation de l'accès aux données par tous les acteurs des chaînes de construction. Et pour revenir à l'autre question qui est à partir de quel produit, donc aujourd'hui, tous ces services sont accessibles depuis tous les produits. Et c'est une stratégie très importante pour Autodesk d'évoluer du PC, donc du desktop, vers des services dans les clouds. Et toute notre gamme de produits va en bénéficier, que ce soit Civil 3D, Revit, Navisworks, Inventor, AutoCAD, bien sûr, qui est un de nos produits phares, vont utiliser ces services-là. C'est clairement indiqué dans le produit, si on prend la suite Building par exemple, c'est clairement indiqué qu'on utilise 360 ou alors c'est une petite icône à cliquer? Donc aujourd'hui, quand on utilise la suite Building, la suite Bâtiment, si vous voulez, nos utilisateurs en souscription ont accès à tous ces services-là à travers la souscription. Mais je vais vous donner un des exemples d'un des 6 services de BIM 360, c'est le rendu réaliste, donc ce qu'on appelle le rendering. Et donc, à partir de Revit, on peut envoyer directement les modèles qui sont calculés dans les clouds. Et aujourd'hui, on a à peu près une performance, un gain de performance à peu près 60 à 100 fois plus rapide qu'avant pour faire des calculs de rendering. Parce qu'on utilise des ordinateurs très puissants et aussi plusieurs ordinateurs en même temps. Donc, on va faire beaucoup plus de calculs. C'est ça, c'est de permettre à l'utilisateur en fait, de bénéficier d'une puissance surdimensionnée. Vous hébergez vos services et les serveurs en fait, chez Amazon. Oui, aujourd'hui, c'est chez Amazon. D'accord. Alors, ce premier service sur le rendering, vous l'avez lancé il y a à peu près 1 an. Oui. C'est en septembre, je crois, oui. Première annonce. Est-ce que vous avez un bilan sur le nombre d'heures de calcul, par exemple, qui ont été réalisées? Oui, alors ça se chiffre, je crois qu'on a eu 3 millions d'heures de calcul à peu près, depuis avril en fait. Depuis avril? Oui, et on a eu à peu près, donc ça date à peu près à juin, on avait à peu près 100 000 projets qui ont été faits en rendering avec Revit et le rendering. Donc c'est des statistiques assez importantes. Alors, il y a 5 autres services que l'on va présenter maintenant. C'est souvent issu d'acquisitions récentes par Autodesk. Est-ce qu'on peut en parler, par exemple, Glue? Oui, donc on a récemment acheté une société qui s'appelait Horizontal System, que l'on a acheté au mois de décembre. Et on a acheté récemment au mois de mars, on a acheté une société qui s'appelle Vela System aussi. Et donc ces 2 sociétés s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'Autodesk qui est de passer au cloud. Et toutes les 2 proposent
proposer un portfolio de produits cloud. Donc Glue, qui est un des services du bouquet BIM 360, donc permet d'agréger des données, je crois qu'on supporte à peu près 40 à 50 fichiers différents, donc de plusieurs outils. Des formats de SAO divers, des formats de y compris concurrents. Y compris des concurrents, bien sûr. De la même manière que Navisworks supporte plusieurs formats, donc Glue supporte aussi plusieurs formats. Donc on peut agréger toutes ces données, on peut faire du clash, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi tracer l'historique des changements. Et donc les données qui sont dans les clouds sont toujours les dernières données. Donc on n'a pas à se soucier, est-ce que c'est la dernière version? On peut toujours voir tous les derniers modèles qui sont là. On peut y accéder depuis n'importe quel moment, et spécialement au niveau construction, parce que la construction ne se passe pas forcément dans la cabane de chantier ou au bureau, ça se passe vraiment sur le chantier. Donc là, on peut accéder à toutes ces informations directement sur un iPad, sur un téléphone, etc. Un autre service, Vela, qui lui sert à gérer les tâches sur les chantiers. Voilà, donc Vela sert à deux choses. Donc effectivement, gérer les tâches sur les chantiers. Donc on prend toute cette riche information que l'on fait dans la phase de pré-construction, des méthodes, etc. On peut distribuer les tâches pour, je dirais, les corps d'état de l'entreprise, mais aussi pour tous les sous-traitants. Donc les sous-traitants sont aussi branchés dans le même système. Et on peut gérer toutes les tâches, on peut aussi gérer tous les problèmes, parce qu'en fait, sur les chantiers, il y a toujours beaucoup de problèmes. Donc on peut prendre des photos, associer les photos avec des problèmes, on peut associer de la vidéo avec les problèmes, etc. Et ensuite, ça permet de gérer toute la levée des réserves. Donc toute la livraison donc, est aussi gérée à travers cette technologie. Donc on peut lister toutes les choses à lever, et on le fait avec le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre en même temps. Donc ça va être on pense qu'en interne, chez Autodesk, on pense que cette acquisition de Vela va être aussi révolutionnaire que l'acquisition de Revit que l'on a fait il y a 10 ans. On pense que on va très très loin, très très profondément dans les processus de construction. Ce qui veut dire beaucoup de choses, parce que quand on voit ce qu'est devenu Revit et l'importance pour Autodesk, ça risque d'être très important. Autre service, infrastructure modeleur et structural analysis, que permettent-ils ? Alors, je vais grouper les outils de calcul et les outils d'énergie, de calcul énergétique ensemble. Donc on a acheté une société française, Robobat, il y a à peu près 4 ans. Et donc, une des choses que l'on a fait avec le moteur de calcul, c'est qu'on l'a mis dans les clouds. Donc aujourd'hui, tout ce qui est pré-processing se fait directement dans nos outils BIM et dans Revit. Les modèles sont envoyés dans les clouds pour faire des calculs d'optimisation, des calculs en parallèle, etc. On peut aussi consulter les résultats de calcul directement dans les clouds et les ramener éventuellement dans un environnement BIM. Donc on bénéficie de la même manière de la puissance de calcul, du calcul en parallèle, etc. Et c'est la même chose avec nos outils de calcul énergétique, qui sont Green Building Studio, qui ont toujours été d'ailleurs dans les clouds. Donc on englobe cette partie-là. Et ensuite, donc, le dernier service dont on parlait, c'est infrastructure modeleur, donc, qui était une application où les données étaient locales, donc au PC. Maintenant, on peut les mettre dans les clouds et on peut avoir donc, tous les gens qui peuvent accéder aux données depuis n'importe où. Donc, par exemple, si vous faites un projet environnemental dans la ville de Paris, eh ben, les gens du quartier pourront aussi accéder et voir la manière dont le projet va être présenté, etc. Travailler ensemble pour travailler exactement. Mieux, voilà, c'est vraiment l'objet. M'aider avec les mots, c'est parfait. Est-ce que d'autres services sont prévus dans les tout prochains jours, peut-on dire? Oui, donc aux alentours dans la première moitié de septembre, on aura des services très intéressants aussi. Et une des choses qui est importante au niveau de ce qui se passe chez Autodesk aujourd'hui, c'est qu'on essaye de plus en plus d'utiliser le portfolio. On a un portfolio très très riche, donc qui couvre beaucoup d'industries, que ce soit les films, les effets spéciaux, le manufacturing, etc. Donc on regarde l'applicabilité de ces technologies qui sont très riches dans le monde de l'AEC. Et vous verrez donc des choses qui vont révolutionner également autour du développement durable notamment. L'AEC. Donc notre but est de sortir des nouveaux services, plusieurs services chaque trimestre ou chaque semestre. Donc beaucoup de choses que le cloud permet. Donc quand vous demandiez les avantages du cloud, ça permet aussi de déployer des technologies sans impacter les utilisateurs. Donc on peut sortir des nouveaux services et les utilisateurs n'ont pas à installer des choses, regarder le versionning, donc ça sera disponible pour eux.
Alors, à vous écouter, on comprend tout de suite l'intérêt du cloud computing pour le BIM. Vous l'avez exprimé plusieurs fois. Je reprends une étude que l'on va découvrir au fur et à mesure, ces résultats en tout cas des analystes de Pike Research, qui estiment qu'à l'heure actuelle, le marché du BIM est à peu près d'1,6 milliard de dollars et que ce marché, grâce au cloud, d'ici 2020, va quadrupler, être multiplié par 4. Pourquoi un tel effet de levier ? Oui, alors, oui, donc je crois que la prévision, c'est à peu près 8 milliards de dollars en 2020 et ça inclut donc les logiciels, les services, etc. Autour de ça. Donc, c'est à cause du cloud, mais c'est aussi les processus de transformation. Donc, aujourd'hui, l'industrie de la construction est quand même une des industries qui n'a pas progressé d'un point de vue productivité comparé à d'autres industries. Et aujourd'hui, donc, cette recherche est très, très intéressante. Et donc explique que beaucoup de problèmes sont dus à la collaboration ou au manque de collaboration, que les informations sont créées plusieurs fois, la même information est créée plusieurs fois, qu'il n'y a pas d'échange d'informations, etc. Et que si on arrive à travers le BIM à mieux faire collaborer les entreprises, donc ça va énormément accélérer, je dirais, l'adoption du BIM. Et pour pouvoir collaborer effectivement, quand vous avez des gens qui travaillent sur des projets internationaux ou même régionaux avec des gens qui sont distribués, il n'y a pas 50 solutions d'un point de vue technologique, il faut que les données soient accessibles par n'importe qui, à n'importe quel moment et de n'importe où. Donc le cloud sera central, je dirais, et permettra à toutes ces technologies de devenir le standard de demain, qui est déjà dans beaucoup d'endroits. C'est forcément un intérêt aussi économique pour Autodesk, cette utilisation du cloud. Oui, bien sûr. Ben, vous voyez déjà la recherche dit que ce marché va grossir de 1,6 milliard à 8 milliards. Autodesk investit beaucoup dans ce domaine-là et donc on espère tirer notre épingle du jeu, effectivement. D'accord. Alors on parlait de BIM. Rappelons qu'Autodesk s'est engagé dans le BIM en 2002 avec l'achat de Revit. Tout à fait. Je le rappelais tout à l'heure, vous êtes arrivé chez Autodesk en 2003 et à l'heure actuelle, à travers le monde, puisque on a la chance que vous soyez français, mais vous êtes aux États-Unis, vous êtes fervent défenseur du BIM. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le BIM ? Merci pour cette question. C'est vrai que ça fait 9 ans, un peu plus de 9 ans maintenant que je suis chez Autodesk. J'étais embauché à l'origine pour développer une des activités autour de la structure. Mais la raison fondamentale pour laquelle je suis intéressé, j'ai toujours été passionné d'informatique. Et je me souviens, j'étais en seconde, j'avais 14 ans, donc un lycée dans la région toulousaine. Et je n'étais pas très intéressé par les études, j'étais intéressé que par les ordinateurs. Et au lieu d'apprendre mes leçons, je programmais tout. Donc c'était beaucoup plus facile et je montrais à mes profs, j'étais en première en fait, pas en seconde, et je montrais à mes profs pourquoi il faut apprendre des leçons, on peut tout faire par informatique. Et donc, bien sûr, on m'a confisqué mes ordinateurs pour que je puisse apprendre, mais j'étais vraiment passionné. Et mon père, qui était un entrepreneur, donc dans la construction, lui voulait vraiment que j'aille dans ce domaine-là. Et il est décédé quand j'étais assez jeune, quand j'avais 15 ou 16 ans. Et je sais qu'il voulait vraiment que j'aille dans la construction. Mais moi, je voulais vraiment aller dans l'informatique. Donc, j'ai concilié les deux. Et pour moi, c'était ma croisade de combiner les deux. Et j'ai consacré ma vie ces 20 dernières années. Et d'arriver chez Autodesk avec un diplôme de l'ESTP malgré tout. Voilà, ouais. Et le BIM existait déjà pas vraiment, en fait, c'est assez intéressant. Certains concepts étaient des choses qu'on avait vues à travers d'autres éditeurs dans le monde, mais avec la puissance d'Autodesk et la volonté justement de verticaliser ce marché 2D d'AutoCAD et d'aller vers des nouveaux concepts, ça m'a permis personnellement de grandir là-dedans. Et avec ma passion de pouvoir pousser aux 4 coins du monde, donc ces concepts BIM. Alors justement, à travers le monde, les choses évoluent, changent. Que vous inspirent ces dernières décisions réglementaires prises notamment en Grande-Bretagne sur le fait d'imposer le BIM pour toute nouvelle construction ? Oui, donc le gouvernement va imposer, je crois en 2016, tous les projets vont devoir être livrés en BIM. Je pense que c'est très très bien. Je pense que le gouvernement anglais a fait beaucoup de recherches sur la productivité ou le manque de productivité dans cette industrie. C'est des choses qu'on voit aux États-Unis depuis un peu plus longtemps déjà. Le plus gros propriétaire de biens, je dirais, aux États-Unis demande justement du BIM. Je pense que ça va accélérer énormément aussi l'adoption, je dirais, du BIM et de ces processus en Europe. Aujourd'hui, justement, la communauté européenne et certains ministères français regardent ce qui se passe en Angleterre.
J'étais en Chine d'ailleurs il y a quelques mois où j'ai signé un partenariat stratégique avec l'organisation du gouvernement qui veut aussi promouvoir BIM. Au Japon, avec l'événement de Fukushima récemment, donc ils ont un besoin terrible d'énergie, donc le ministère aussi des Transports et de la Construction regarde à faire ça. Singapour, l'Australie, la Corée, tous les projets au-dessus de 50 millions de dollars vont devoir faire du BIM. Donc on commence à voir plein de gouvernements un peu partout qui demandent justement l'utilisation du BIM. Ils comprennent les avantages économiques et aussi au niveau développement durable. Il ne faut pas oublier que c'est un des résultats les plus importants, le développement durable. Et est-ce que selon vous, il faut forcément passer par une réflexion à l'échelle de l'État pour imposer le BIM, par exemple en France? Est-ce que c'est la bonne méthode, d'après vous, la méthode réglementaire? Alors, je ne sais pas. L'esprit humain, en général, n'aime pas le changement. Donc, quand il y a un changement, les gens résistent toujours au changement. Je ne sais pas si c'est l'esprit gaulois qui aime le débat, etc. Je pense que ça va énormément aider en France. On a beaucoup d'utilisateurs en France qui font des choses assez révolutionnaires aujourd'hui. C'est encore isolé, ça ne fait pas encore partie de la norme comme on le voit ailleurs. Je pense que l'État qui va demander ça, si l'État français ou européen le demande, je pense que ça va accélérer les choses. Mais comme tout changement, une fois qu'on l'a fait, en général, on ne regarde plus derrière et on adopte, si c'est la bonne chose, bien sûr, et je suis convaincu que c'est la bonne chose pour l'industrie. Alors, de la conception d'un bâtiment à celle d'une ville, il n'y a qu'à pousser les murs, on pourrait dire. Ouais. Et ça me permet d'aborder donc une autre thématique, mais tout à fait liée, je pense. Comment Autodesk aborde-t-il le phénomène des Smart Cities? Alors, donc de la même manière, aujourd'hui on se concentre sur le bâtiment, mais on a aussi des gammes de produits autour de l'infrastructure, de la modélisation d'infrastructures. Et on fait aujourd'hui beaucoup de travail il y a le petit BIM et le grand BIM pour justement connecter, je dirais, des modèles intelligents avec la ville. Surtout les villes, etc., les départements vont vouloir gérer de plus en plus et mieux comprendre, je dirais, leur patrimoine et ce qu'ils ont. Donc on fait pas mal de travail pour intégrer, je dirais, ce qui se fait au niveau infrastructure et conception de bâtiments. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut publier des modèles Revit qui vont dans l'infrastructure modeleur et accéder à toute cette information. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Et avec cet objectif que vous expliquiez tout à l'heure, qui est la quête de la performance énergétique d'une façon globale. Absolument, oui. Sachant qu'aujourd'hui, plus de 40%, je crois, de création de carbone vient des bâtiments. Dans des villes comme New York, par exemple, c'est 70%. Et donc, dans des outils comme infrastructure modeleur, donc vous pouvez associer la consommation ou la consommation énergétique et vous pouvez aussi mettre des filtres et dire montre-moi en rouge, par exemple, tout ce qui est plus que la norme. Et donc, au niveau de la ville, on peut voir tous les bâtiments qui sont justement hors normes. Donc ça permet ce genre de choses notamment. Le fait d'être associé avec certains majors de la construction comme le Bouygues qui a une influence et une emprise internationale et qui agit de la conception jusqu'à l'exploitation à l'échelle de quartier, donc beaucoup plus qu'un bâtiment. Est-ce que ça va vous aider dans cette démarche-là d'aller à la conquête du BIM des Smart Cities via le BIM? Oui, absolument. De toute façon, les produits que l'on fait, on ne les fait pas pour nous. Sinon, ça serait vraiment très cher. On fait les produits pour nos clients. Donc, on passe beaucoup de temps à écouter nos clients, à écouter leurs problèmes. Pas forcément les solutions qu'ils demandent, mais les problèmes. Et on essaye d'apporter avec la technologie les meilleures solutions. Et effectivement, Bouygues est une des sociétés les plus innovantes au monde. Ils ont beaucoup réfléchi au niveau du BIM, ils ont beaucoup de cycles, d'itérations, etc. Et on apprend énormément avec eux. Et je pense que c'est une relation qui bénéficie Bouygues et Autodesk de façon forte. Et on a des relations comme ça avec beaucoup de sociétés dans le monde. Mais c'est vrai que Bouygues est très, très avancé d'un point de vue technologique. Alors justement, dans cette approche de la ville intelligente, vous agissez beaucoup plus sur la conception et les calculs initiaux. Comment est-ce que vous allez vous imbriquer avec les autres acteurs qui réfléchissent aussi aux Smart Cities? On pense à des fournisseurs d'énergie, Alstom, ERDF, des industriels comme Schneider, également, je ne sais pas, des fournisseurs technologiques, par exemple IBM. Comment est-ce que vous allez vous
vous imbriquez dans tout cela? Oui, alors c'est assez intéressant parce que donc on a eu cette approche où on a démarré, donc ça fait 10 ans à peu près, où au début c'était l'architecture, après l'ingénierie, maintenant on est dans la construction, etc., la fabrication. Donc on commence à regarder le cycle de vie et en ce moment on fait pas mal de recherche et de développement autour de la maintenance, l'opération et la maintenance de bâtiments. Et c'est là justement où il y a des acteurs comme Schneider, que vous avez noté, ou IBM, qui eux ont une approche, ils commencent à voir que BIM est partout et ils savent qu'ils doivent en faire partie. On vient d'annoncer donc à peu près mi-août un produit, une intégration entre nos outils BIM et justement les outils d'IBM pour gérer des patrimoines, pour gérer des bâtiments. Donc ça, on vient de l'annoncer, hein, c'est visible sur Autodesk Labs, donc là, il y a juste quelques jours. Et de la même manière, donc on fait beaucoup de travail avec ces acteurs-là. Et Schneider aussi, donc Schneider, bon, bien sûr, pour eux, tout est à propos de l'énergie chez Schneider. Et donc on a commencé à regarder, à explorer des projets avec eux, notamment au niveau de la gestion énergétique des bâtiments et comment ça se répercute. Donc on commence à voir les industriels, que ce soit les gens qui fabriquent du verre, que ce soit les Saint-Gobain ou les Schneider et autres, qui sont très très intéressés par le BIM et ils savent qu'ils vont devoir faire partie de cette révolution. Alors dernière question, Nicolas Mangon, Autodesk a cette année 30 ans. Est-ce que cette approche, en fait, justement, d'aller vers les industriels, est-ce que c'est cela les axes de développement pour Autodesk dans les prochaines années? Oui, bien sûr. Donc, Autodesk fête ses 30 ans cette année en 2012. Et Autodesk a été créé autour d'AutoCAD. Mais les fondateurs d'Autodesk avaient créé 10 produits. Ils ne savaient pas trop vers quel secteur aller. Il y en a 9 qui n'ont pas marché, un qui a marché, qui est connu, qui s'appelle AutoCAD. Et AutoCAD, à l'origine, avait été conçu pour les architectes, en fait. Donc, c'était un produit 2D. Donc, ça a énormément aidé Autodesk à grossir, puisque AutoCAD est devenu un standard dans le monde. Et pour nous, aujourd'hui, ce qui est important depuis pas mal d'années, c'est la verticalisation du marché. C'est vraiment passer de la 2D à la 3D. Donc, c'est passé au BIM, c'est passé au Digital Prototyping Manufacturing. Donc, pour nous, toutes nos stratégies sont dans la verticalisation, passer du 2D au 3D, mais aussi passer d'une vue plus industrie, je dirais, plus client, au lieu de regarder un produit, regarder l'ensemble de nos produits, parce qu'on a beaucoup de produits qui peuvent aider nos utilisateurs, et aussi passer du desktop, du PC au cloud. Donc, c'est vraiment les grandes directions stratégiques, donc verticaliser, regarder l'ensemble des produits et puis le cloud. Et on va suivre ça de très près. Merci en tout cas, Nicolas Mangon, de votre visite sur ce plateau. Merci de me recevoir. Merci de votre attention et à bientôt sur smartcities.tv. Au revoir.